Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition expérimentale d'Inforail, l'émission consacrée aux actualités ferroviaires du moment. Voici les titres de l'actualité de ce mois de juillet 2023. Si la question des réseaux express métropolitains est revenue récemment dans l'actualité, il faut noter que les régions ont su se doter par le passé de réseaux de transport innovants et efficaces autour de leur métropole. Nous faisons ici le point sur la pertinence, les objectifs et les avancées de ce type de réseau dans l'Hexagone. C'est bien concret depuis mi-février, avec près de 2 ans de retard, le nouveau train d'Île-de-France baptisé RER-NG a enfin posé ses roues sur les futures lignes auxquelles il est destiné. L'enquête de la Commission européenne porte sur l'aide de l'État à Fret SNCF pour la couverture de ses pertes entre 2007 et 2019. La dette financière de 5,3 milliards d'euros de la filiale de la SNCF a été annulée fin 2019 et l'instance européenne y voit une disposition de nature à fausser les règles de la concurrence. La courte voie ferrée entre l'ancien triage de la Seine-sur-Mer et le port de Brégaillon est de nouveau opérationnelle et s'ouvre à nouveau à la circulation de trains de marchandises. La connexion entre le rail et la voie maritime est maintenant rétablie. Lancé il y a 10 ans, Ouigo est un succès. L'objectif initial de la SNCF, inciter la clientèle à choisir le train pour ses déplacements, est atteint. L'arrivée de Ouigo sur un axe fait croître de 20% le nombre de voyageurs, et la SNCF poursuit le développement de son offre avec pour ambition de faire doubler le nombre de passagers d'ici à 2030. Alors que les questionnements sont toujours plus nombreux, Rail Coop a une nouvelle fois changé de stratégie pour ses opérations ferroviaires. La maintenance des nouveaux 200 km du nouveau métro parisien mettra en œuvre de nouvelles techniques et des matériels roulants innovants. La Société du Grand Paris, en collaboration technique avec la RATP, vient de passer commande. Enfin, la nouvelle ligne de tramway T10 en Ile-de-France est mise en service entre Croix-de-Berny et Jardin parisien. En seconde phase, le tram filera jusqu'à la gare de Clamart, en correspondance avec la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. C'est un projet qui ne reste pas indiscret. Des services express métropolitains pourraient être mis en place dans certaines régions. Déjà à l'étude dès 2018 dans un rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a annoncé en juillet 2022 sa volonté d'appliquer sur 13 villes ces fameux services SEM. Ambition confirmée par le président Emmanuel Macron en novembre 2022, mais en réduisant le projet à 10 agglomérations. Le but final de cette ambitieuse extension est avant toute chose de décarboner les transports au maximum et de désengorger les centres-villes. Ces services express métropolitains sont inspirés du célèbre RER d'Île-de-France créé en 1969. Avec une première portion entre Nation et Boissy-Saint-Léger, ligne A, le principe du RER est assez simple. Ligne grand gabarit, différent du métro, interstation longue et vitesse minimale de 90 km/h. Tout cela dans le but d'améliorer la mobilité des franciliens. Les SEM sont donc en réalité des RER mais délocalisés, avec en premier rapport de SNCF Réseau, 7 objectifs sont mis en avant. Offre de qualité, train capacitaire, grande amplitude horaire, fréquence continue, 30 ou 15 minutes entre chaque train en heure de pointe. Gare localisée stratégiquement, intermodalité et billets uniques. Les premières zones examinées sont au nombre de 10, Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble, Nice-Côte d'Azur, Strasbourg, Lille, Lyon, Nantes, Rennes et Toulouse. Mais d'autres zones sont abordées comme Dijon, Montpellier, Rouen, Toulon, Tours, Nancy-Metz-Luxembourg et Bâle-Mulhouse. Il s'agit donc d'un projet qui touche quasiment toute la France et reste très ambitieux. Si ambitieux, même qu'il ne pourra pas être totalement réalisé que bien au-delà de 2030. Avec une enveloppe de 30 millions d'euros annoncée par le ministre des Transports. La mise en place de tels services doit tout de même être appuyée par un effort de cadencement rapide. Car seul le cadencement peut garantir la qualité des correspondances et une desserte fine des territoires.
Quelques projets sont actuellement à l'étude, notamment pour l'étoile lyonnaise, qui prévoit 15 lignes et 772 km de voies pour 2030. Même cible pour Bordeaux, 3 lignes, 300 km de voies et 54 gares. Le projet s'inscrit donc dans un cadre très futuriste, mais il faut savoir qu'il ne date pas d'hier. Plusieurs transports régionaux existent dans plusieurs zones françaises, à commencer par la Lorraine avec le réseau Métro-Loire, créé en 1970, comptant à l'époque 14 allers-retours entre 7h et 20h entre Metz et Nancy. La même année, on retrouve le réseau Métrazur entre Saint-Raphaël et Nice, puis Métro-Loire entre Orléans et Tours en 1974, avec 3 allers-retours entre ces deux communes, ou encore Métro Vosges avec la ligne Nancy-Rimeron en 1975. Plus récent, le Léman Express est introduit en 2019 comme réseau transfrontalier, étant l'un des plus grands d'Europe avec 6 lignes, 230 km de voies et 45 gares. Enfin, c'est en 2021 qu'une première phase de RER est lancée à Bordeaux, entre Libourne et Arcachon, en passant bien sûr par le terminus emblématique de Bordeaux-Saint-Jean. Mais le premier RER en région se situe en Alsace, à Strasbourg, le REME, Réseau Express Métropolitain Européen. Ce réseau permet d'inciter au report modal de la voiture au transport en commun. Les principaux axes partent de Strasbourg et d'étendent jusqu'à Metz, Nancy, Épinal, Mulhouse, Sarreguemines, Sarrebruck et Karlsruhe. La mise en place de SEM serait donc surtout un grand pas vers une modalité plus grande, plus durable et plus rapide, mais l'accomplissement de ces projets demandera un grand effort d'adaptation et une réalisation sur plusieurs phases. C'est avec près de 2 ans de retard que le nouveau RER NG d'Île-de-France a posé ses roues sur ses futures lignes, à savoir les lignes D et E du RER francilien. Ces nouvelles rames Z58000 6 caisses sont d'abord en essai sur la ligne E, puis sur la ligne D début mai. Afin d'évaluer la compatibilité de ces rames par rapport aux infrastructures de ces lignes et de tester d'autres paramètres notamment liés à la sécurité, ce train n'étant toujours pas homologué, il devrait attendre fin de l'été pour obtenir. Si tout se passe bien, avec une autorisation de mise en marche, avec l'arrivée de ce nouveau train, plus de confort, plus d'accessibilité, plus de rapidité, plus de rentabilité, mais surtout plus de sécurité. Avec l'arrivée des caméras intégrées dans la rame, alors que ces dernières sont encore positionnées sur les quais, le conducteur pourra superviser directement les caméras à bord de son engin. Néanmoins, ce n'est pas encore le cas pour les premières rames. Mais les livraisons futures devraient pouvoir être équipées de ce système. Alors qu'en est-il de la commande ? Le marché de janvier 2017 fait état d'une commande potentielle sur 255 rames, dont 125 pour le RER-E et 130 pour le RER-D. Bien sûr, la livraison s'effectuera sur le long terme. Mais déjà 61 rames peuvent être livrées avant 2025, 56 pour le RER-E et 15 pour le RER-D. À la mi-mai, le RER-E compte déjà 10 rames, 001K à 010K, ou Z58001-2 à Z58019-20. Du côté du RER-D, la centre de Villeneuve compte 2 rames, 009M et 010M, donc Z58517-18 et Z58519-20. Ce parc devrait être complété en fin d'année par 18 rames pour le RER-E et 5 pour le RER-D. Ces rames nouvelle génération sont destinées à remplacer définitivement les rames Z2N 20500 et MI2N 22500 qui circulent actuellement sur ces lignes RER. Mais la mise en service totale est encore loin d'être réalisée. Les premières rames RER NG devraient entrer en circulation commerciale fin septembre pour le RER-E, pour la ligne Est en heure creuse et mi-2024 pour le RER-D.
C'est avec l'ouverture d'une enquête lancée par la Commission européenne en janvier 2023 que Fret SNCF a été visé pour soupçon d'aide illégale de l'État. Pour comprendre pourquoi et comment, il faut revenir 34 ans en arrière, en 1989. C'est cette année que SNCF Marchandises, le service marchandises de SNCF, est rebaptisé Fret SNCF. En 2015, Fret SNCF, une société par action simplifiée, SAS, fait partie intégrante de Rail Logistique Europe, RLE, et de SNCF Mobilité. Fret SNCF représentait à ce moment-là 55% de la part du marché RLE, complété par 4 autres concurrents, Captrain en Europe, VIIA, Naviland, Cargo et Forwardis. Il faut savoir que le transport de fret par rail n'est pas forcément ce que l'on pense, et est parfois très compliqué. La concurrence féroce sur le rail a fait passer de 20 à 10% la part du fret ferroviaire entre 2006 et 2019. Pire encore, au lieu d'attirer de nouveaux clients grâce à la diversité des transporteurs, les opérateurs doivent se contenter de se partager les lots déjà existants. À cela s'ajoutent d'autres contraintes comme la priorité du trafic, l'entretien des voies et surtout le coût de l'énergie. Malgré le renouement des bénéfices en 2021 et en 2022, Fret SNCF a connu 25 années de pertes. Et c'est sur la couverture des pertes entre 2007 et 2019 que l'enquête de la Commission européenne repose. Cette enquête aurait pointé des avances trésorières intra-groupe illégales estimées entre 3,9 et 4,3 milliards d'euros. De plus que la dette fiscale de 5,3 milliards d'euros incluant ces avances a été annulée en 2019, ce qui a d'ailleurs été contesté au regard de l'encadrement des aides de l'État. À cela s'ajoutent les 170 millions d'euros annuels pour soutenir le transport ferroviaire et pour investir dans ce mode. Dans tout ce système financier, la Commission dénonce des aides illégales de nature à fausser les règles de la concurrence. L'enquête doit donc être bousculée dans les mois et très inquiétante pour l'entreprise et ses effectifs. Une discussion est donc mise en place entre les membres de la Commission européenne et les membres de Fret SNCF par l'intermédiaire du ministre des Transports Clément Beaune. Mais les négociations semblent très compliquées. Après une mise au point en mai 2023, la direction de Fret SNCF et le ministre des Transports, on y voit deux options. La première serait de rembourser le trop perçu, ce qui est strictement impossible pour le Fret SNCF sans aide de l'État. Cette option engendrerait donc la liquidation de l'entreprise et Fret SNCF disparaîtrait définitivement. Autre option possible, un règlement à l'amiable dont le contour précis resterait à définir. Sur le plan juridique, cette option entraînerait aussi la liquidation de Fret SNCF, mais une possibilité de recréer une nouvelle filiale pour SNCF dans le but de ne pas rembourser un seul euro. Le ministre, quant à lui, impose 3 lignes rouges. La priorité à l'emploi, c'est-à-dire aucun licenciement, un maintien d'un opérateur fret ferroviaire en France, c'est-à-dire que le groupe SNCF doit continuer à assurer le transport de fret sur l'Hexagone. Et en effet, aucun report modal sur le transport routier si Fret SNCF venait à disparaître. L'avenir de Fret SNCF est donc bien sombre. En plus de cela, la Commission avait déjà ouvert une enquête de même nature envers DB Cargo, l'équivalent de Fret SNCF en Allemagne. Néanmoins, le transport ferroviaire n'est pas bondé de mauvaises nouvelles. La loi climat résilience votée en 2021 prévoit un doublement de la part du fret ferroviaire de 9% à 18% d'ici 2030 et une ambition de 25% en 2050. Si une nouvelle filiale est créée après la disparition de Fret SNCF, elle pourrait récupérer environ 80% de l'activité actuelle de Fret SNCF et 90% des emplois. D'autres mesures d'accompagnement pourraient être prises,
comme la cession de locomotives ou de conducteurs pour garantir le maintien du transport ferroviaire. Le transport de fret ferroviaire a aussi pris une hausse de 7% après la crise Covid. Résultat, plus 1 point de part de marché en 2022 pour Fret SNCF. Les opérateurs, eux, réclament des aides quant au coût de l'énergie, les subventions pour les péages, des aides pour les wagons isolés et les aides à la pince pour le transport combiné. Le fret peut aussi espérer quelques milliards d'euros en plus depuis le rapport du COI et le plan de relance de 100 milliards pour le ferroviaire annoncé par le gouvernement d'Elisabeth Borne. Ces quelques milliards pourraient être utiles pour un investissement dans les ports. Les plateformes multimodales, les triages, les voies de service, les lignes capillaires et les mises au gabarit. En plus de la mise au point du 23 mai avec le ministre des Transports, ce dernier a annoncé 4 milliards d'euros d'ici 2032, dont en première aide 2 milliards dans les prochaines CPER. Enfin, l'aide annuelle de 170 millions d'euros sera portée à 200 millions d'euros fin 2024, sécurisée jusqu'en 2030. Aussi, on vise la relance de certains axes de fret, comme le train Perpignan-Rungis, ayant repris en octobre 2021 par l'impulsion de Jean Castex, Premier ministre à l'époque. Seul le chargeur Primever est en contrat jusqu'en juillet 2025 et on évoque une nouvelle autoroute ferroviaire pour le transport de marchandises. Mais à cause des grèves liées à la réforme des retraites et à l'impossibilité de Fret SNCF de garantir son parcours sans embûches, le train a dû être suspendu début mars 2023. Le service a repris le 2 mai. Le 22 mai 2023, le gouvernement a présenté son plan de réduction des gaz à effet de serre et bien évidemment le ferroviaire était particulièrement sollicité. Ayant pour but de réduire les émissions de 129 millions de tonnes en 2022 à 92 millions de tonnes en 2030, ce plan comporte plusieurs actions. Favoriser les véhicules électriques, le covoiturage, le télétravail, les transports en commun, l'abandon des carburants fossiles pour les camions et avions. Et bien évidemment, le report du fret sur le ferroviaire. Ce report de fret ne représenterait qu'une économie de 4 millions de tonnes, mais cette économie n'est pas négligeable. Quant au financement de ce plan portant sur l'énergie et le climat, ce dernier n'a pas encore été abordé. C'est dès 2009 que les buissons et les mauvais arbres commencèrent à pousser sur la courte voie ferrée reliant le terminal du port de Brégaillon et le triage ferroviaire de la Seine-sur-Mer, suite à sa fermeture. Ce triage, pouvant accueillir des trains longs jusqu'à 750 mètres, était restreint à une très faible activité. Seuls quelques trains militaires et engins de travaux y circulent. Mais c'est à la fin de 2010 que la Chambre de commerce et d'industrie du Var, CCI, gérant le terminal portuaire de Brégaillon, décide de réhabiliter cette fameuse voie fermée depuis des années. Le but central de la réouverture, proposer une nouvelle alternative à la route. C'est donc une rénovation de 2 km de voie qui a été effectuée entre 2018 et 2020, avec notamment la construction du nouveau pont Eiffel et la réhabilitation de 2 passages à niveau. C'est le 23 avril 2021 que la DE18 de la RTD 13 effectue le trajet inaugural entre le port de Brégaillon et le trajet de la Seine-sur-Mer. Bien que l'activité ferroviaire ait du mal à se remettre pleinement en route dans la région, la réouverture de cette liaison permet de connecter plusieurs sites industriels et logistiques au port de Brégaillon. Exemple, l'acheminement des canalisations par un train de fret en 2023. Ces services de fret assurés par Fret SNCF prouvent qu'une alternative à la route existe encore. Et la région espère voir l'activité de cette ligne grandir au fil du temps. 20% des parts de marché grande vitesse, 50 destinations, 110 millions de voyageurs transportés en 10 ans, dont 24 en 2022. Voici les chiffres auxquels se résume Ouigo, la filiale low cost lancée par SNCF le 2 avril 2013. Au départ, le pari de la réussite semble assez flou,
Mais 10 ans plus tard, Ouigo est un véritable succès. Selon Alain Krakovic, directeur de SNCF Voyageurs, c'est un voyageur sur deux qui n'aurait pas pris le train sans Ouigo, un voyageur sur 5 n'aurait pas voyagé du tout, et un voyageur sur 3 aurait pris un autre mode de transport. Sans surprise, le facteur prix est au cœur de l'activité de Ouigo. Le prix maximal est passé de 115 € à 99 € par place, un voyageur sur deux a voyagé à moins de 25 € en 2022, et seulement 15% des voyageurs ont acheté leur place plus de 50 €. Ce qui est aussi marquant pour Ouigo, c'est l'accroissement des possibilités de destination. Avec l'arrivée de Ouigo sur les grandes gares parisiennes en 2017, c'est encore 2 nouvelles offres qui voient le jour fin 2022, au départ de Paris-Montparnasse, un aller-retour pour Brest quotidien et La Rochelle, en période estivale. Encore plus récent, depuis le 27 mars 2023, c'est Perpignan qui est desservi par Ouigo quotidiennement. Bien sûr, de nouvelles liaisons sont envisagées, avec un Roissy-Toulon en 2024 et d'autres liaisons en 2026 dont nous ignorons actuellement les localisations. Au niveau des voyageurs, l'occupation des rames Ouigo, en unités multiples 2 éléments par principe, est de 80% en semaine et 90% en week-end en moyenne, avec 35% de franciliens. Ouigo, c'est aussi tous les âges. 25% de jeunes de moins de 25 ans, 17% de familles, soit 2 fois plus qu'en TGV traditionnel, et 10% de seniors. Le matériel lui aussi a dû être adapté à cette offre. C'est une partie du parc SNCF qui a été touchée. Au total, 38 rames sont affectées au service Ouigo. Chaque rame possède 2 motrices de TGV d'Assis série 700, avec entre elles 8 voitures à 2 niveaux de TGV Duplex série 200 monoclasse. Absence de bar et sièges nouveaux, c'est 634 places disponibles par rame. C'est la maintenance nocturne qui permet d'assurer une continuité permanente du service, mais 12 nouvelles rames devraient être disponibles entre 2025 et 2027, basées là aussi à partir de recomposition. Pas de TGVM au programme, ces nouvelles rames devraient être composées là aussi de motrices d'Assis série 700, mais 6 d'entre elles seraient composées à partir de motrices POS série 4400, avec voiture de rame réseau duplex série 600. Par ailleurs, ces 12 nouvelles rames feront partie d'un plan de rénovation avec port USB, vitres thermiques, éclairage LED, coloris plus neutre, etc. avec 28 autres rames du parc actuel qui sont concernées par ces rénovations, ce qui permettra de porter le nombre de places de 634 sièges à 655. L'offre Ouigo ne se résigne pas uniquement aux lignes à grande vitesse. Ouigo Train Classique a été lancé il y a un an, en avril 2022, avec des liaisons Paris-Lyon et Paris-Nantes. Pour tous les voyageurs, 60% paient moins de 20 €. Ce concept reste expérimental jusqu'en 2024. Mais Ouigo propose aussi des services à l'étranger avec Ouigo Espagne, avec 3 liaisons, Madrid-Barcelone, Madrid-Valence et Madrid-Albacete-Alicante, depuis le 27 avril 2023. C'est déjà 3 millions de voyageurs qui ont emprunté cette offre et une liaison Madrid-Séville via Cordoue est envisagée. Ouigo serait un mode exporté par d'autres pays à l'étranger. C'est un véritable succès et la filiale espère doubler le nombre de voyageurs d'ici 2030. Avec 25% de part de marché grande vitesse, elle pourrait être d'une grande aide face à la concurrence pour récupérer un maximum de clients. C'est dans un contexte de multiples revirements et de stratégies que tout le monde se pose la question, que se passe-t-il pour Railcoop ? Du côté du fret, le service fret lancé le 15 novembre 2021 n'a jamais réussi à trouver de chargeurs pour assurer sa rentabilité. À l'origine, des causes internes et externes, de plus que l'entreprise se définit comme étant une start-up. Une liaison Gignac-Saint-Gaudens s'était envisagée, mais la rentabilité n'était pas assurée. C'est donc en mai 2023 que les activités de fret pour Railcoop ont été suspendues, ce qui entraîne bien évidemment des pertes financières, mais l'opérateur peut se concentrer sur la préparation de son futur service Lyon-Bordeaux. Le matériel loué, à savoir 2 G1000 et 20 wagons R20, ont été rendus à leurs propriétaires, à savoir DB Cargo France et Air Mewa. Pour le service voyageur, c'est un service Lyon-Bordeaux qui est attendu pour juin 2024. Les sillons ont été commandés auprès de SNCF Réseau. Le plan de transport est assez ambitieux avec un aller-retour quotidien partant de 5h46 de Lyon-Perrache pour rejoindre Lyon-Pardieu, d'où le convoi partira à 6h pour arriver à 13h55 à Bordeaux-Saint-Jean. Il repartira de cette gare à 14h30 pour le chemin retour, un retournement décrit comme un point de fragilité selon le directeur général de Railcoop, Nicolas de Bézieux, en fonction de sa courte durée.
Concernant le matériel roulant de Rail Coop, l'entreprise détiendra deux automotrices X72500 Triques, l'X72679 et l'X72680. Une autre rame reste à déterminer. Ces deux automotrices seront révisées chez ACCM qui se chargera aussi de la maintenance courante et une nouvelle livrée Rail Coop sera déployée à l'occasion. Pour la composition des services, ils seront d'abord assurés en unités simples, puis en unités multiples 2 éléments dès les révisions effectuées. C'est au début 2024, si tout se passe bien, que les essais dynamiques débuteront et la maintenance devrait s'effectuer dans les technicentres de Lyon-Vèze et Limoges après avoir pris contact avec la plateforme de service aux entreprises ferroviaires, la PSEF, de SNCF Réseau. Pour le personnel, l'embauche est elle aussi prévue pour le début 2024, avec pour l'effectif roulant 7 conducteurs et 7 agents de train, dont 5 en service et 2 de réserve pour chaque métier, avec une vente de billets possible par internet et à bord. Enfin, du côté du financement, c'est 4 millions d'euros qui sont nécessaires pour lancer le service, mais l'entièreté des fonds n'a pas encore été réunie et les réponses des régions concernant les demandes de garantie sont contrastées. Avec la mise en service du nouveau métro, le Grand Paris Express, dans un peu plus de 2 ans, c'est 200 km de voies à entretenir et bien évidemment, la Société du Grand Paris doit bâtir sa politique de maintenance de ce réseau. Ce n'est pas un appel d'offres qui a été lancé, mais la maintenance des nouvelles lignes 15, 16, 17 et 18 seront toutes entretenues par la RATP. Pourquoi ce choix ? D'abord, la sécurité est bien sûr l'une des priorités à assurer. En effet, c'est aussi un grand ensemble d'équipements de rails, de caténaires, de viaducs et de tunnels qui sont à entretenir. Des tunnels qui représentent 90% du réseau entier, avec des trains automatiques rapides, circulant entre 55 et 65 km/h, et avec l'ouverture de 68 gares, dont 16 premières en 2025. Un appel d'offres aurait conduit à une logique purement comptable, car cela dépend du candidat qui se présente. Aussi, la RATP dispose d'une grande compétence pour réaliser la maintenance du réseau dans de très bonnes conditions. De plus, qu'elle disposera de 4 centres de maintenance répartis à travers la région. Le premier est situé à Vitry pour assurer la maintenance de la ligne 15 Sud, la ligne étant très longue, qui entrera en service la première. Un second centre est prévu à Rosny pour entretenir la section Est. C'est ensuite le centre d'Aulnay qui se chargera des lignes 16 et 17. Enfin, la ligne 18, alimentée en 3e rail 1500 volts, aura quant à elle son propre centre de maintenance à Palaiseau. Il y a néanmoins un lien entre la RATP et la Société du Grand Paris, puisque la RATP effectuera les opérations avec les moyens mis à sa disposition par la Société du Grand Paris. La formation se fait elle aussi par la Société du Grand Paris via des constructeurs qui fourniront les engins de maintenance. C'est donc en novembre 2022 que la Société du Grand Paris a attribué un premier marché à SLMN pour la fourniture de locomotives et de wagons d'un nouveau type qui interviendront sur les lignes 15, 16 et 17. SLMN, un consortium de 4 constructeurs, à savoir Socoffer, Laurafer, Mermec et Novium, est chargé de construire 17 locomotives et 30 wagons, parmi lesquels des wagons pilotes. C'est un matériel qui n'existe pas encore puisqu'il sera spécialement conçu pour l'entretien du Grand Paris Express. Les locomotives pourront être alimentées par caténaire rigide ou par batterie lithium grande puissance en cas de coupure de courant liée à la maintenance. Ainsi, les opérations de maintenance pourront être assurées en continu. À cela s'ajoutent des wagons d'un nouveau genre, longs de 8 mètres et larges de 2,50 m. Ils comporteront des équipements interchangeables pour réaliser des opérations spécifiques, comme des grues ou des bras de levage, contrairement à la maintenance classique qui s'effectue avec des wagons spécifiques à chaque opération. C'est donc un parc réduit et tout aussi efficace, mais ce n'est pas tout. La RATP disposera aussi de 2 wagons d'auscultation, capables de réaliser des mesures et scans précis pour contrôler plusieurs aspects comme l'usure des rails, un défaut interne, les caténaires, la stabilité de l'alimentation électrique et bien d'autres. Cette nouvelle maintenance permettra de repérer bien à l'avance ces défauts avant même qu'ils ne deviennent problématiques pour le réseau, notamment au niveau des tunnels. Par conséquent, la sécurité est donc encore plus solide. Enfin, ces wagons d'inspection pourront être déployés lors des services voyageurs entre 2 rames sans gêner la circulation. Cette nouvelle maintenance, unique au Grand Paris Express, pourrait aussi être déployée selon certaines modalités techniques sur d'autres réseaux de la région. La production a été lancée par SLMN, le parc devrait être opérationnel assez rapidement pour pouvoir commencer les mises en service dès décembre 2025 sur la ligne 15 Sud, suivi de près par l'ouverture des lignes 16 et 17 en 2026.
C'est après la mise en service du tram T13 l'an passé que le tram T10 a été mis en service ce mois-ci en Île-de-France. Il s'agit de la dernière nouvelle ligne de tramway voulue par Île-de-France Mobilité, IDFM, car le reste du programme se base sur des extensions de lignes déjà en service. Le T1 à l'est jusque Val-de-Fontenay et à l'ouest jusque Rueil-Malmaison, le T3B jusque Porte-Dauphine, le T4 dans la boucle de Montfermeil, le T7 vers Juvisy, le T11 jusque Sartrouville et Noisy-le-Sec, le T12 jusqu'à Versailles et le T13 jusqu'à Achères. Cette nouvelle ligne est essentielle pour la connexion et la desserte de quartiers, jusqu'alors mal desservis. Elle établit une liaison est-ouest entre le RERB et le tram T6, en longeant l'A86 qui constitue une frontière difficilement franchissable. Le T10 est aussi un prolongement du TVM, un bus à haut niveau de service. Il établit la liaison vers différents pôles importants comme Versailles, Vélizy, Rungis et Paris. En croisement avec la LGV Atlantique au niveau de Petit-Châtenay, il dessert de nombreux quartiers, notamment près de l'A86, mais aussi de nombreux équipements publics, culturels ou sportifs. Le T10 part de la gare de la Croix de Berny, en correspondance avec le RERB. La ligne parcourt ensuite les secteurs Andony et Châtenay-Malabry, avant de remonter vers le nord, vers le secteur du Plessis-Robinson, jusqu'au jardin parisien, en desservant l'hôpital Béclair, en correspondance avec le T6, avec lequel les voyageurs pourront rejoindre le métro à Châtillon-Montrouge, Vélizy et les gares de Viroflay, RD et RG. La ligne devrait s'étendre jusqu'à la gare de Clamart, qui permettrait au T10 d'être en correspondance avec les lignes 15 Sud du Grand Paris Express et la ligne N du Transilien. La ligne dispose de son propre site d'entretien et de maintenance, situé non loin de la forêt de Verrières, et s'inscrit dans un environnement végétalisé. C'est ici que se font les maintenances des 13 tram-trains Citadis X05, marchés remportés par Alstom. Les rames sont parquées face aux bâtiments administratifs et techniques. Cet atelier de maintenance est constitué de 3 emplacements sur pilotis, avec accès en toiture, des postes de levage permettant de travailler jusqu'à 2 rames par poste et une voie d'entretien pour les bogies. Le tout dispose d'une toiture transparente gonflée sous pression pour offrir un environnement lumineux sur tout l'atelier. Il y a également des bureaux, des espaces pour les agents et le poste de commandement centralisé de la ligne, le PCC, qui se situe à l'étage. Ce PCC reçoit toutes les images des stations et de la ligne en général pour assurer la sécurité des voyageurs et la régulation du trafic. Au niveau de l'exploitation, c'est la RATP qui s'en charge, à l'inverse de Keolis qui exploite le T9 lancé il y a 2 ans. Côté maintenance des voies, c'est Transamo, une société anonyme ayant pour actionnaires Transdev et Stib, qui s'en charge en réalisant de nombreuses études sur le T10 et des opérations de maintenance sur le terrain. C'est également Transamo qui s'est occupé de la réception des rames et des essais techniques. Le tram devrait s'étendre au-delà de la station du Jardin parisien jusqu'à la gare de Clamart. Seulement, il y a encore à ce jour un problème, la traversée de la forêt de Meudon. Des études sont en cours et déjà 2 options sont possibles. La première serait de faire passer la ligne en tunnel sous cette forêt, en creusant sur 2,5 km avec 2 stations souterraines, mairie de Clamart et centre de Clamart. Mais cette option reste assez compliquée à réaliser, d'autant plus qu'elle s'inscrit sur une durée d'au moins 5 ans. La seconde option serait un tracé de surface au sein de la ville de Clamart. Le tram suivrait l'avenue Claude Trébignot qui traverse la forêt, vers la station Place du Garde, puis il poursuivrait vers l'est dans la rue de Meudon pour atteindre la mairie, pour ensuite se dédoubler dans les avenues Jean Jaurès, vers Croix de Berny et Victor Hugo, vers la gare de Clamart, avec la création d'une station supplémentaire à Lazare-Carnot. Le problème, c'est que la ville de Clamart ne souhaite pas ce tracé de surface et préfère le tracé en tunnel. Ses arguments, un temps de parcours court, 5 minutes pour parcourir le tronçon gare de Clamart et Jardin parisien, et également la conservation de l'environnement municipal et environnemental proche de la forêt. Cette option est aussi préférée par Île-de-France Mobilité, même si une enquête publique sera ouverte aux populations concernées. Même si le terminus provisoire est peu attractif, le T10 pourra remplir entièrement sa mission lorsqu'il s'étendra jusqu'à la gare de Clamart pour offrir un moyen d'alternative crédible au transport individuel d'ici quelques années. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première édition d'Inforail de juillet 2023. Nous vous laissons totalement l'espace commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, à savoir qu'est-ce que nous devrions améliorer. Une version d'août sortira d'ici le mois prochain, et en attendant, nous vous laissons avec les sources et nous vous disons à très bientôt.